Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la marée noire décrétée catastrophe nationale aux États-Unis. Les côtes du Sud se préparent à l'arrivée du pétrole. Des kilomètres de barrages flottants sont déployés. Les autorités hésitent finalement à enflammer la nappe de brut. 2 ans de prison ferme contre Charles Pasqua, c'est la peine requise par la Cour de justice de la République. L'ancien ministre défie ses juges. Si vous considérez que je suis un pourri, condamnez-moi, dit-il. Verdict demain. La fraude aux prestations familiales atteint 540 à 800 millions d'euros par an. C'est la conclusion de la première grande évaluation. 2% des allocateurs seraient des fraudeurs. Un répit dans la crise grecque. Les marchés espèrent un feu vert au plan de soutien de 45 milliards d'euros. Ce soir, place à l'explication. Faut-il aider la Grèce? Est-on sûr qu'elle remboursera les aides? Quel est le rôle de la spéculation? Questions et réponses avec en direct l'économiste Elie Cohen. Bonsoir et à tout à l'heure. La France est-elle en train de donner un coup d'arrêt aux éoliennes? Le projet de loi Grenelle 2 bloquerait 7 projets sur 10. Détails et réactions dans un instant. Et puis une page médecine avec les derniers traitements contre un mal de l'adolescence, l'acné, laser, nouvelles molécules. Les adultes aussi sont touchés. C'est le dossier de cette édition. Bienvenue dans ce journal et avant de développer ces titres, comme tous les jeudis désormais, un mot du sort de nos 2 collègues de France 3, otages en Afghanistan, Hervé Guéquier, Stéphane Taponnier. Nous avons une pensée pour eux, nous avons une pensée pour leur famille aussi. Ils sont retenus depuis 121 jours. C'est donc la mobilisation générale, je vous le disais, aux États-Unis. La marée noire devrait toucher les côtes de Louisiane et du Mississippi dans les 24 heures. L'armée est sollicitée, l'état de catastrophe nationale est décrété. Juliette Guérin, Dominique Bonnet. À terre, l'urgence consiste à installer les barrages flottants. Mais vu du ciel, ces efforts paraissent dérisoires. Car la nappe, grande comme 2 fois la Belgique, avance inexorablement et même plus vite que prévu. Elle n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la Louisiane. Ce qui n'était pas prévu non plus, c'est une nouvelle fuite, la 3e, détectée cette nuit. Désormais, 800 000 litres de pétrole se déversent chaque jour dans ces eaux du golfe du Mexique. C'est 5 fois plus que les estimations initiales. Pour tenter de contenir la progression de cette marée noire, les autorités américaines ont commencé hier à enflammer la nappe. Portion par portion, le pétrole est comprimé par des barrages flottants, puis mis à feu. Mais la technique, rarement utilisée, intervient peut-être un peu tard. Au bout d'une semaine de contact avec de l'eau, le pétrole est devenu une émulsion, une espèce de mayonnaise qui brûle très mal. Et d'autre part, ce qui va pouvoir brûler, une fraction relativement faible du résidu actuel, va générer des composés dommageables à la santé, cancérigènes. Parallèlement à ces opérations, il faut colmater les fuites. Après l'échec des robots, les ingénieurs comptent forer un puits de secours destiné à court-circuiter le premier. Ils continuent aussi de plancher sur le projet d'un immense couvercle sous-marin, mais ces travaux pourraient prendre au moins 3 mois. Or, le temps presse, car la situation pourrait s'aggraver. Le risque, c'est que la tête de puits ne résiste pas à la pression. Alors si la tête de puits ne résiste pas et saute, alors là on a ce qu'on appelle un blow-out, c'est-à-dire que bien, le puits crache du pétrole sans contrôle aucun. Les premières boulettes d'hydrocarbures sont attendues demain soir dans ces marais de Louisiane. Les bayous, comme on les appelle, abritent un écosystème extrêmement fragile. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct aux États-Unis. Est-ce que l'on peut dire que la tentative d'embraser la nappe de pétrole est un échec? Oui, David, c'est un échec parce qu'il est tout simplement trop tard. Les vents poussent irrémédiablement cette immense nappe de pétrole vers les côtes de la Louisiane. Il est en plus techniquement impossible de faire des petits morceaux avec cette nappe et d'y mettre le feu. C'est une tentative désespérée et c'est un échec. Alors Barack Obama appelle désormais l'armée, les militaires, parce que les civils et les ingénieurs de la compagnie pétrolière BP sont désormais incapables de faire face à ce qui est déjà une catastrophe écologique majeure. Et précisément, Maryse, apparemment, il est déjà question de poursuite judiciaire. Oui, les marchands de crevettes, les pêcheurs de crevettes de la Louisiane ont déjà porté plainte et réclament 5 millions de dollars de dommages. Et évidemment, beaucoup d'autres plaintes vont suivre. Et le gouvernement américain dit déjà que la compagnie pétrolière BP devra payer la totalité des coûts de dépollution. Et évidemment, tout cela va coûter très très cher. Maryse Burgot à Washington, merci Maryse.
En France, l'actualité est d'abord judiciaire. La Cour de justice a donc réclamé 2 ans de prison ferme contre Charles Pasqua. Il est notamment poursuivi pour corruption. L'ancien ministre est sorti de ses gonds. Il se dit humilié. Sur place, Dominique Verdaillan, Antonin Broutard. 2 ans de prison ferme requis contre l'ancien ministre, une peine d'inéligibilité demandée contre l'actuel sénateur. L'avocat général salue l'homme de caractère, d'exception, aux mérites multiples. Mais le parcours exceptionnel de Charles Pasqua, souligne le magistrat Yves Charpenel, n'occulte pas les dérapages. Ce grand ministre n'a pas résisté, dit-il, à la tentation de favoriser ses proches. Dossier Sofremi, une société dépendante du ministère de l'Intérieur, 5 millions d'euros détournés. Déménagement du siège d'Alstom contre un pot de vin de 800 000 euros. Autorisation d'exploitation d'un casino en échange d'un financement électoral. Alors question, faut-il condamner Charles Pasqua comme le furent ses proches dans d'autres procès? Charles Pasqua était entouré de gens proches, mais il y avait également malheureusement des gens qui se revendiquaient d'être proches et qui ne l'étaient pas, et qui ont fait de cette soi-disant proximité un petit commerce. S'adressant une dernière fois à ses juges, Charles Pasqua a reconnu que ce procès avait été pénible. Je suis extérieurement solide, j'en ai vu d'autres, mais enfin il faut se rendre compte que ça fait maintenant 10 ans que ma famille est traînée dans la boue, 10 ans que ma femme, toute sa famille au Canada, la famille qu'on a aux États-Unis, au Mexique, etc., se demandent tous ce que c'est que cette histoire. Pendant ce procès, 2 Charles Pasqua ont cohabité. Celui qui clame son innocence dans les 3 dossiers, celui qui par 2 fois a été condamné dans des tribunaux ordinaires. Demain, les 15 parlementaires et magistrats diront s'ils continuent à noircir le casier judiciaire du sénateur. La justice encore avec les suites de l'agression d'un professeur poignardé par un élève de 4e en Moselle, on l'évoquait hier. C'était ce matin la rentrée au collège et si cette affaire, qui vient après beaucoup d'autres, suscite l'interrogation, c'est parce que l'établissement est réputé particulièrement calme. L'adolescent lui-même est un élève sans histoire. Reportage Stéphanie Lafuente, Odile Barthélémy. Choc, incompréhension, stupéfaction, ce sont les mots qui résonnent ce matin dans la cour du collège d'Aumesse. Les élèves comme les parents n'en reviennent toujours pas. Une agression dans leur établissement, cela semblait impossible. Ce matin, j'ai l'impression que j'ai fait un cauchemar en fait encore. Et oui, ça m'étonne beaucoup. Hein. Surtout que le gamin, je le connais très bien. Pour un petit village comme ça, je n'aurais jamais pensé à cette chose-là. Car ce collège de 300 élèves à l'ambiance familiale est l'un des plus tranquilles de la région. Le dernier conseil de discipline remonte à 2003. Quant à l'enseignant agressé, c'était un professeur expérimenté et apprécié. Ici, ça semble être le contre-exemple de l'établissement où ça aurait pu arriver. Un établissement calme et un élève sans problème, parmi les meilleurs de sa classe, au comportement jusqu'alors irréprochable. C'est un ami à mon fils, il venait donc à la maison et jamais un mot au-dessus de l'autre, jamais rien. C'était un bon élève qui avait de bonnes notes. Et je pense que l'élève a eu un coup de tête, un coup de folie. L'adolescent est poursuivi pour violence volontaire avec arme. Il a été entendu cet après-midi par un juge d'instruction. Quant à l'enseignant, il devrait sortir de l'hôpital d'ici 3 à 4 jours. Dans l'actualité également, cette décision de l'Agence française du médicament qui va intéresser tous les parents. Les sirops et autres produits contre la toux destinés aux bébés ne sont plus en vente libre en pharmacie depuis ce matin. Il s'agit notamment du Rhinathiol ou du Mucomyst. Explication, plusieurs cas de complications respiratoires ont été constatés récemment. José Blanc-Lapierre, Vincent Barral. Il a de la chance, le petit Adam, 18 mois. Il n'a jamais pris de fluidifiant contre la toux. Un médicament interdit depuis aujourd'hui pour les moins de 2 ans. Chaque fois que le petit a été malade cet hiver, surtout puisque là ça va mieux depuis quelques temps, je demandais des conseils et on me donnait en fonction du problème, mais c'était plutôt des cures très simples. Alors du style sérum physiologique, mouche bébé qui ont très bien fonctionné. Car dans cette pharmacie, on sait depuis longtemps que les sirops pour fluidifier les sécrétions des nourrissons peuvent être dangereux. Les enfants peuvent arriver jusqu'à être cyanosés aux urgences car ils étaient comme noyés dans leur glaire dans les bronches et donc après n'arrivaient pas à respirer convenablement. Donc les conséquences étaient quand même assez inquiétantes. Exomuc, Fluimucil, Mucomyst, destinés aux moins de 2 ans, ne sont plus vendus en pharmacie. Une décision de l'Agence de sécurité sanitaire.
Il n'y a pas énormément de cas, mais il y a au moins 70 cas graves qui ont conduit à des hospitalisations d'enfants. Des enfants qui sont restés quelques jours en observation. En revanche, les mêmes fluidifiants dans leur version pour adultes ne présentent aucun danger. L'actualité économique avec d'abord ce rapport de la Caisse nationale d'allocation familiale. Il s'agit de la première grande évaluation des fraudes. Résultat, elle représenterait entre 540 et 800 millions d'euros chaque année. Bonne nouvelle tout de même, la CNAF estime qu'elle en récupère une bonne partie et elle va encore renforcer les contrôles. Enquête Yves Ginca, Christophe Kenck. C'est un rapport confidentiel que nous nous sommes procurés. Dans ce document, la Caisse nationale d'allocation familiale estime que plus de 2% des allocataires sociaux seraient des fraudeurs. Au total, 200 000 personnes, coût jusqu'à 800 millions d'euros par an. Des fraudeurs qui se font parfois prendre lors de contrôles comme celui-ci. Cette inspectrice de la CAF soupçonne un homme d'avoir perçu indûment le RMI pendant 10 ans. La voisine m'a déclaré que le monsieur avait une entreprise de bâtiment et il avait une BMW. À l'intérieur de l'appartement, un home cinéma. L'homme reconnaît vite qu'il a triché. Vous avez travaillé en 2002, vous avez gagné 15 053 euros et en 2003, 12 396 euros. Mais est-ce que vous... Je rembourse. Il faudra rembourser. Il arrive aussi que les contrôleurs traquent de faux bénéficiaires d'allocation logement. La combine, une adresse fictive pour toucher la prestation, par exemple dans cet immeuble. A priori, il y aurait une vingtaine de logements dans l'immeuble et il y a le double de boîtes aux lettres. Il suffit d'aller acheter une boîte aux lettres et la fixer sur le mur. Et ça vous fait une adresse? Voilà, le facteur distribue le courrier. D'autres cas plus rares s'apparentent à des escroqueries. Une jeune femme a même déclaré la naissance de quintuplés dans 17 départements différents. 85 naissances au total qui lui auraient rapporté 200 000 euros d'allocation jeune enfant. Une escroquerie qui ne serait plus possible aujourd'hui. Les caisses d'allocation familiale ont unifié leur base de données. Elles croisent aussi différents fichiers, comme ceux des impôts. Il devient de plus en plus difficile de frauder avec ce croisement de fichiers, avec un numéro unique d'enregistrement sur l'ensemble du territoire, alors qu'auparavant on pouvait s'inscrire, si je puis dire, dans plusieurs caisses d'allocation familiale. Je crois que la fraude aujourd'hui va être forcément détectée et bien sûr les abus punis. Le rapport précise tout de même que sur les 11 millions d'allocataires, l'immense majorité perçoit ces prestations à bon droit. Quant aux sommes indûment versées, elles sont recouvrées à 90%. On en vient à la crise grecque et à l'incertitude sur les marchés. Ils ont connu aujourd'hui un répit. Image ici des rues d'Athènes dans l'expectative. On estime qu'un accord européen sur le plan d'aide est bien parti et du coup, la plupart des places financières européennes sont reparties légèrement à la hausse. Alors ce soir, je vous le disais, nous allons plus loin pour mieux comprendre. 3 interrogations simples. Faut-il aider la Grèce? Faut-il craindre la contagion, notamment au Portugal et à l'Espagne? La spéculation a-t-elle alimenté la crise? Autant de questions que nous allons poser dans un instant à Elie Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Juste avant cela, quel est ce plan d'aide en discussion dont on parle tant et comment en est-on arrivé là? On revoit le film des événements avec Romain Messi. C'est la fin d'un mensonge d'État. À peine élu à l'automne 2009, le Premier ministre Georges Papandréou lève le voile sur le déficit grec. Annoncé à 6%, il est en réalité de 12,7% du PIB. Début de la crise en Europe, la Grèce, accablée par ses dettes, risque le défaut de paiement. Athènes promet des mesures d'austérité, mais la défiance est bien là. Pendant que les Grecs brûlent le drapeau européen, un premier sommet de crise se tient à Bruxelles début février. Déclaration de principe, les pays de l'Union promettent de soutenir la Grèce, mais l'Allemagne rechigne déjà. Il y a une semaine, le déficit grec est encore revu à la hausse, à 13,6% du PIB. Les marchés s'affolent, nouveau sommet de crise à Bruxelles. Un plan d'aide est arrêté, 45 milliards d'euros pour la Grèce, 30 milliards seront versés par les États européens, 15 par le Fonds monétaire international. Mais l'Allemagne freine toujours des 4 fers, l'argent ne vient pas. Hier soir, Dominique Strauss-Kahn était à Berlin pour mettre la pression. Chaque jour perdu est un jour où la situation empire, encore et encore. Le 19 mai prochain, la Grèce devra rembourser 9 milliards d'euros. Ce soir, elle attend toujours l'aide financière qui doit la sauver.
Et sur ces 30 milliards de l'Union européenne, 6,5 milliards doivent être fournis par la France. Elie Cohen, on reprend nos questions une par une. Faut-il aider la Grèce ? Oui, bien sûr, et c'est notre intérêt le plus évident. Parce que qu'est-ce qui se passe si on abandonne la Grèce à son sort? La Grèce fait défaut sur sa dette. Ça veut dire que du jour au lendemain, elle cesse d'honorer sa dette. Et ça veut dire, par exemple, qu'un pays comme la France, qui détient quelque part comme autour de 60 milliards d'euros de dette grecque, du jour au lendemain, cette dette ne vaut plus rien. Et ça se traduirait par des pertes immédiates, à la fois pour les banques et pour les fonds d'investissement qui ont mis notre épargne, par exemple, dans ces emprunts grecs. Donc nous avons intérêt à aider la Grèce à s'en tirer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect moral? L'Allemagne, par exemple, invoque en quelque sorte la fable de la cigale et de la fourmi. On sait serrer la ceinture pour réduire les déficits. Faut-il payer pour un pays qui n'a pas fait ces mêmes efforts? Oui, mais vous savez, l'économie n'a pas grand-chose à voir avec la morale, là. Parce que ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que pour qu'il y ait des cigales, il faut aussi qu'il y ait des fourmis et vice-versa. Je veux dire par là que l'Allemagne n'aurait pas pu faire les excédents commerciaux qu'elle a fait. Elle n'aurait pas pu avoir sa bonne gestion macroéconomique s'il n'y avait pas en même temps des pays comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, qui dépensaient sans compter et qui s'endettaient. Il faut savoir que l'Allemagne fait ses excédents commerciaux avec les pays de la zone euro. Donc nous sommes solidaires de fait. Si on aide la Grèce, si on lui prête de l'argent à bas taux d'intérêt, est-ce qu'on est sûr d'être remboursé? Non, on n'en est pas sûr, et ça peut paraître paradoxal que je dise ça, mais en tout cas, on va tout faire pour essayer d'éviter le défaut grec et pour faire en sorte que la Grèce puisse rebondir. Mais il faut dire la vérité, la situation économique de la Grèce est tellement grave que je pense que d'une manière ou d'une autre, dans les 3 années qui viennent, il faudra faire un plan de restructuration de la dette grecque. En d'autres termes, si on veut que la Grèce puisse redémarrer, qu'elle ait une chance un jour de pouvoir connaître à nouveau la croissance, il va bien falloir qu'on l'aide, et ça peut passer par un échelonnement de la dette, un étalement de la dette, peut-être l'abandon d'une partie de la dette. Ça, c'est pour les 3 prochaines années. Mais il faut le faire tranquillement, à l'abri des tempêtes de marché. Alors, c'est notre deuxième question. Faut-il craindre la contagion? On a parlé de l'Espagne et du Portugal. Est-ce qu'ils sont dans la même situation que la Grèce? Non, la situation n'est pas la même, mais la contagion est déjà à l'œuvre. Parce que ce qui se passe du point de vue des marchés, c'est qu'un pays du sud de l'Europe, en difficulté, n'a pas bénéficié du soutien de ses partenaires européens. Cette faillite de l'action collective européenne, nous en sommes en train d'en payer le prix parce que, vu des États-Unis ou de Chine, il n'y a pas une très grande différence entre la Grèce, le Portugal et l'Espagne. Et donc, du coup, après la Grèce, on a dégradé le Portugal et on a dégradé l'Espagne. Et donc, la contagion est déjà à l'œuvre sous nos yeux. Dernière chose, on incrimine souvent la spéculation dans cette affaire. La spéculation a-t-elle alimenté la crise? Elle a certainement alimenté la crise, mais elle ne l'a pas créée. Ce qui a créé la crise, on l'a dit, c'est la gestion macroéconomique de la Grèce qui a été détestable. La Grèce a profité du parapluie européen pour dépenser sans compter, pour s'endetter et a vécu bien au-dessus de ses moyens. Ce qui s'est passé, c'est que des agences de notation ont perçu le phénomène, donc les dégradés, et du coup les opérateurs financiers ont joué contre la Grèce, et c'est comme ça qu'il y a eu un emballement et qu'il y a eu ces mécanismes spéculatifs. Les mécanismes spéculatifs ne tombent pas du ciel, il faut qu'il y ait une allumette au départ. Et l'allumette, ça a été la mauvaise gestion macroéconomique grecque. Merci Elie Cohen pour ces explications. L'Europe qui suit aussi de près la campagne électorale en Grande-Bretagne. Et ce soir, nous évoquons la particularité de l'économie britannique. Le pays a fait un choix il y a quelques années, courageux pour certains, défaitiste pour les autres, celui de renoncer en quelque sorte à la politique industrielle. Ainsi, les grandes marques, les joyaux de la couronne sont toutes passées sous pavillon étranger. Reportage dans la région de Birmingham, Jacques Cardo, Stéphane Guillemot. Bienvenue dans le monde Cadbury, symbole d'une industrie britannique finissante. La ville Cadbury, ses écoles, son église, ses rues ont été créées par une entreprise très anglaise pour des ouvriers anglais avec un nom de chocolat anglais. Mais c'était il y a 100 ans, du temps où la Grande-Bretagne était aussi la première puissance économique mondiale. Durant un siècle, Cadbury a fait vivre toute la région. Depuis, il y a eu l'industrialisation, la mondialisation et la marque n'a pas échappé à la vente, pas plus tard que l'hiver dernier. C'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est vraiment une mauvaise chose que le gouvernement britannique n'ait pas pu soutenir Cadbury et faire en sorte qu'il reste britannique, car c'était probablement la dernière industrie britannique. Il faut dire que tout a changé. Fini l'époque où le chocolat était confectionné à la main. Aujourd'hui, tout est robotisé. Les résultats s'affichent sur ordinateur et les ouvrières ont disparu. La marque a été vendue à un groupe américain. La petite fille du fondateur n'avait pourtant aucune considération pour le repreneur. J'ai vraiment eu le sentiment depuis le début de cette affaire
que cet acheteur n'était qu'un fabricant de fromage pour burgers sous emballage plastique. Mais aujourd'hui, quelle industrie peut encore revendiquer l'étiquette anglaise? Jaguar appartient à l'indien Tata, tout comme Rover. Bentley à l'allemand Volkswagen. Mini à BMW, comme la très chic Rolls-Royce, elle aussi rachetée par BMW. Finalement, seule l'image qu'elle renvoie appartient encore au pays. Les familles royales ont fréquemment été conduites en Rolls-Royce. C'est une marque emblématique des gens fameux riches et des stars anglaises. Rolls est vraiment identifié comme british. Ce soir, le troisième et dernier débat télévisé porte sur les questions liées à l'économie. Brown, Cameron et Clegg devront se montrer particulièrement convaincants. De l'avis de tous, c'est le thème déterminant aux yeux des Britanniques. À l'étranger encore, il n'y a pas qu'en Europe que les questions d'immigration divisent l'opinion. Le débat se radicalise aux États-Unis après la promulgation dans l'Arizona d'une loi très contestée. Dans cet État frontalier du Mexique, il sera désormais possible pour la police d'interpeller tout individu, même en l'absence de délit présumé. Maryse Burgot, Laurent Desbois. Aux États-Unis, on les appelle les Latinos, une communauté hispanophone aujourd'hui en colère. Tout commence ici, à Phoenix, Arizona. Une nouvelle loi anti-immigration illégale vient d'y être mise en vigueur. Comment un officier de police peut-il se dire qu'une personne est clandestine simplement en la regardant? Cette loi légalise le délit de faciès, alors que nous avons tant lutté dans ce pays pour y mettre fin. Le nouveau texte donne de larges pouvoirs à la police. Elle pourra désormais contrôler les papiers de tous ceux qu'elle soupçonne d'être des illégaux. Une sorte de contrôle au faciès désapprouvé hier soir par Barack Obama lui-même. Tout cela risque de remettre en cause le système de valeurs auquel nous tenons tant aux États-Unis. Mais que faire alors? Rétorque le gouverneur de l'État d'Arizona à l'origine de la loi. La blonde républicaine souligne que des milliers d'immigrés clandestins peuplent les États frontaliers avec le Mexique, de la Californie au Texas. Et les murs érigés entre l'Amérique et le Mexique ne dissuadent personne ou presque, qu'ils soient ultra sophistiqués, en béton ou en bois. Tous les jours, les clandestins tentent leur chance par centaines. Les pauvres des pauvres prêts à tous les risques pour gagner l'Eldorado américain. Moi, je viens du Mexique. J'ai marché pendant 2 nuits pour arriver ici. Les partisans de la loi assimilent souvent délinquance et immigration illégale. La criminalité est inouïe sur ces frontières. Elle est souvent liée aux gangs de la drogue mexicains. Une réalité que ne contestent pas les milliers d'hispaniques en situation régulière aux États-Unis. C'est l'amalgame entre eux et la violence qu'ils dénoncent. À l'étranger encore et en bref, en Afghanistan, l'armée française admet sa première bavure. Elle a reconnu avoir tué par accident 4 civils afghans par tir de missile. C'était le 6 avril dernier lors d'une opération contre des insurgés dans l'est du pays. Les victimes âgées de 10 à 15 ans ont été tuées alors qu'elles étaient, d'après les soldats français, dissimulées par des arbres. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre, stabilité à revoir pour la Citroën Nemo. Comme la classe A il y a quelques années, elle a terminé le fameux test de l'élan sur le toit. Le constructeur va améliorer son modèle. Comment vaincre l'acné? Enquête sur les derniers traitements contre cette pathologie de l'adolescence. Maquillage thérapeutique, nouvelle molécule, c'est le dossier de cette édition. Et puis faut-il parler de coup d'arrêt aux éoliennes? Selon les écologistes, le projet de loi Grenelle 2 bloquerait 7 projets sur 10. Explication dans un instant. D'abord donc ce revers pour Citroën. L'un des derniers modèles, la Combi Nemo, a été prise en défaut lors des tests réalisés par le puissant club automobile allemand ADAC. Rien de dramatique, ces tests sont réalisés dans des conditions extrêmes, mais le constructeur est contraint de revoir l'équipement de la voiture. Patrice Pellet, Marie Cazot. Vitesse 90 km/h. Au premier coup de volant, la Citroën Nemo se retrouve sur le toit. Il s'agissait pour le conducteur de balancer la voiture de gauche à droite, comme s'il voulait éviter un véhicule arrivant en face. Ce test met Citroën dans une situation difficile, car quelques minutes plus tard, un véhicule Fiat, de même gabarit, passe lui en force. Alors, où est le secret?
Dans l'ESP, le système de contrôle d'assiette électronique qui n'équipe pas la voiture française. Sur des véhicules économiques, avec une vocation d'assurer un premier prix dans la gamme, ça représente quand même un budget entre 300 et 600 € d'options. Donc ça change le prix et la compétitivité du véhicule. En 97, la classe A de Mercedes s'en était elle aussi très mal sortie. Ce soir, Citroën indique qu'à partir de juillet, l'ESP sera mis en place sur la version diesel et à la fin de l'année, sur tous les véhicules à essence. Une page santé avec la première étude sur l'un des maux de l'adolescence, l'acné. Selon cette enquête, 70% des adolescents sont concernés. Où en sont les traitements? La médecine a-t-elle progressé? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Perrine Bonnet, Frédéric Faure. Sa guerre des boutons commence dès le réveil, devant ce miroir. Un miroir qu'elle affronte depuis 10 ans déjà. Est-ce que vous voyez la Julie dans la glace? Je vois tous mes petits défauts, en fait, toutes mes rougeurs et mes petits boutons. Des petits boutons apparus à 13 ans. Julie en a 23 et n'est toujours pas complètement débarrassée de son acné, qu'elle continue à camoufler sous un fond de teint. Moi, je pensais que ça se serait vite terminé à la fin de l'adolescence, justement, et puis c'est avéré que pas du tout. Donc c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à faire des traitements chez une dermato, ce que je faisais pas quand j'étais plus jeune. Bonsoir. Bonsoir. Et pourtant, c'est le plus tôt possible qu'il faut commencer les traitements. Antoine a 15 ans et entame sur les conseils de sa maman une consultation. D'abord, répondre à des questions précises. Ouais. Et père et mère, est-ce que vos parents ont fait de l'acné? Oui, mon papa. On sait maintenant que le terrain génétique est une des causes de l'acné. Considérez que vous avez une alimentation équilibrée? Je pense. La mauvaise hygiène alimentaire, sans doute un autre facteur. Le débat n'est pas tranché. Les remèdes en revanche sont validés. Traitements hormonaux, antibiotiques ou une molécule plus forte dans le cas d'acné plus sévère. Descend en dessous des omoplates. En général, ce sont des acnés qui sont un peu plus durs à traiter, pour lesquels on sait qu'on va plus volontiers discuter éventuellement le traitement par isotrétinoïne. L'isotrétinoïne, c'est la seule qui agit sur ces glandes logées sous la peau. Elle élimine le sébum, l'aliment préféré d'une bactérie, l'acnès. Les acnés les plus sévères peuvent être soignés, comme le montre cette série de clichés, à gauche avant, à droite après. Mais ce traitement implique pour les femmes une contraception obligatoire, et il y a plus grave. Ce médicament, il a été discuté, dans certains cas, la possibilité qu'il induise lui-même des syndromes dépressifs. L'état dépressif, cette jeune femme vit avec depuis 20 ans. Pas à cause de son traitement, mais de l'acné lui-même. À 35 ans, elle peine à sortir de chez elle. Quand quelqu'un vous regarde, on a l'impression que c'est pas vous qui le voit, mais c'est juste les boutons que vous avez sur le visage. Le jugement des autres, c'est ça qui est difficile. Ça vous a empêché de faire certaines choses? Ça empêche de vivre. Pour vivre mieux, il faut accepter son image. C'est tout l'enjeu de cet atelier de maquillage thérapeutique proposé à l'hôpital, une nouveauté. Le seul piège de la poudre, c'est que dans l'acné, on n'aime pas trop. Julie, en parallèle du traitement, vient apprendre à se plaire. Vous voyez, ça éclaircit quand même vos rougeurs. Hein. C'est pas... Une crème verte pour cacher les rougeurs, la bonne teinte de fond de teint. Et ainsi attirer l'attention sur une autre partie du visage. Pas doubler plus ou moins. Je me dis que si moi je me focalise sur mes yeux, les autres vont se focaliser dessus et au moins ça sera déjà, l'acné sera déjà un peu, passera inaperçu. Une petite victoire, une de plus, sur ce satané miroir. Deux mots encore à propos d'éducation. D'abord le résultat de la question de la semaine. Je vous en rappelle l'intitulé. Faut-il renoncer à la fessée? Eh bien la réponse est très nette. Non 84%, oui 14%. Vous avez été près de 17 000 à nous répondre. Merci à tous. Et puis la publication par notre collègue Audrey Goutard du grand livre de la famille. Les tribus d'aujourd'hui, les questions que l'on se pose lorsqu'on est père ou mère. C'est aux éditions Jacob Duvernet. L'environnement, y a-t-il un changement de stratégie en France sur les éoliennes? Le projet de loi Grenelle 2 vient en discussion dans quelques jours à l'Assemblée et selon plusieurs spécialistes, plusieurs députés aussi, il bloquerait 7 projets sur 10. Détails et réactions Gilles Marinet, Nicolas Auer. Sur cette crête, 24 éoliennes. Elles surplombent le vignoble de Névian dans l'Aude et plus particulièrement un domaine dont le propriétaire ne supporte pas leur présence. Continuellement, je les vois et je les entends. Ça vous gêne? Ça me gêne, oui.
Antoine Benet a porté plainte et gagné. Le tribunal a condamné la société propriétaire des éoliennes à démonter 4 de ses engins. Si le jugement est confirmé en appel, ce sera une première. Au même moment, une mission parlementaire propose un amendement de loi qui durcirait considérablement les conditions d'implantation des éoliennes. Je suis contre l'anarchie, je suis contre la dissémination, la dispersion et la prolifération anarchique des éoliennes. Parce que là, c'est certain, il n'y aura pas d'acceptabilité de la population. Principale mesure, le regroupement des éoliennes dans de grands parcs, des emplacements choisis par l'État, ce qui bloquerait 70% des projets actuels. Pour les Verts, l'amendement est inacceptable. Il protège l'énergie nucléaire. Il protège une certaine manière de progrès qui est complètement révolue. C'est donc une conception intégriste de ce que devrait être le progrès aujourd'hui. Et il empêche le développement des industries liées aux énergies renouvelables et pas simplement l'éolien. Inacceptable également pour les industriels du secteur qui y voient un coup d'arrêt à leur développement. Ça va à l'encontre de la croissance tout court. Je veux dire, il n'y a pas tellement d'industries dans le monde dans lesquelles il y a des gisements de croissance comme dans l'éolien. Actuellement, 10 000 personnes travaillent dans l'éolien. Des études indépendantes prévoient qu'on devrait atteindre les 60 000 en 2020, sous réserve bien sûr que le secteur continue à se développer au rythme actuel. Une exposition qui connaît un très grand succès au musée d'Orsay à Paris. Son titre est explicite, crime et châtiment. La mort violente a toujours fasciné les artistes. Et bien sûr, une idée de Robert Badinter, des toiles parfois prestigieuses, des installations ont été réunies et exposées. Isabelle Bechler, Virginie Travers. La fascination des humains pour le crime est une constante. Pour les artistes aussi, dans la presse du 19e siècle, ils reconstituent le crime sous toutes ses coutures. Le crime et le châtiment suprême sont l'argument de cette exposition imaginée par Robert Badinter. Pour lui, nous sommes tous fascinés à cause d'un crime mythique. C'est le mythe fondateur. Caïn est le premier homme né sur cette terre. Et le premier homme né sur cette terre a tué son frère. Le premier homme est un assassin. Une porte de cellule de condamnés à mort témoigne du désarroi de ceux qui étaient promis à la guillotine. Celle qu'on appelle la veuve est là, à accueillir le visiteur. Crime et châtiment, c'est la référence au chef-d'œuvre de Dostoïevski. Robert Badinter, qui a fait abolir la peine de mort en France, le cite. Le prince Mouchkine dit, si j'étais peintre, je peindrais le visage du condamné à mort dans ce quart de seconde où il entend la lame descendre vers sa nuque. Marat, lui le révolutionnaire sanguinaire, est mort en 1793 par le couteau de Charlotte Corday. La jeune aristocrate fut guillotinée quelques jours seulement après l'assassinat. Pourtant plus tard, l'histoire et le regard des artistes l'ont quasi réhabilitée. À partir du moment où Charlotte Corday entre dans le champ de la caméra, si j'ose dire, cette femme très belle, très élégante, d'un sang-froid admirable, elle va progressivement voler la vedette à Marat. Alors si Marat est le nouveau Christ de la Révolution, le nouveau Christ des temps modernes, le martyr, alors elle est peut-être la Vierge. Voyez la tête de Charlotte Corday comme une relique sainte dans les bras éplorés d'une amie. Même Picasso, dans les années 30, a voulu repeindre le geste de Charlotte. Cette dernière minute, on revient à l'une des actualités de cette journée, la crise grecque. La situation se tend à Athènes. Il y a quelques minutes, la police grecque a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui tentent d'atteindre le ministère des Finances dans le centre d'Athènes pour protester contre les mesures d'austérité annoncées en échange du plan d'aide de l'Europe et du FMI qu'on évoquait tout à l'heure. Manifestations et protestations musclées donc ce soir à Athènes. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle un autre des principaux titres. La marée noire est décrétée catastrophe nationale aux États-Unis. Les côtes du Sud se préparent à l'arrivée du pétrole, sans doute dans les 24 heures. Des kilomètres de barrages flottants sont déployés. L'armée est mobilisée. Les autorités ont finalement renoncé à enflammer la nappe de brut. Merci à vous tous. Tout de suite la météo. Tania Young nous annoncera une fin de semaine un peu maussade. 20h35 envoyé spécial. Françoise Joly, Guylaine Chenu. Demain 13h, Nathanaël Dorinxin. À 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Très bonne soirée.